Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie qui explore d'autres mondes, grâce à des réalisateurs qui cette semaine n'ont pas peur de se mouiller. Car c'est une leçon de mise en scène en eau profonde qui vous attend dans le screen parfait avec Jérôme Salle qui relate le tournage très aquatique de l'Odyssée. Autre cinéaste à l'honneur, et quel cinéaste, Ken Loach. Dans le PS I Love You, déclaration d'amour à un homme toujours aussi engagé et inspiré qui a remporté sa 2e Palme d'Or avec le bouleversant Moi, Daniel Blake. On le connaît comme acteur dans des séries comme Big Love, American Horror Story ou encore Silicon Valley, mais Matros, lui aussi, a attrapé le virus de la réalisation. Son film Captain Fantastic nous a enchantés, parcours d'un passionné dans Madame et série. Dans l'extrait interview, c'est un grand nom du cinéma italien, Dario Argento, qui se raconte à travers son amour de l'image. Mais tout de suite, on plonge dans la tête de Sylvie Testud, l'actrice épatante dans le rôle d'une mère trop inquiète dans l'adaptation de la bande dessinée Tamara. À voir ses yeux pétillants et ses traits toujours aussi juvéniles, on oublie presque que Sylvie Testud a plus de 20 ans de carrière. Ça va bien ? 2 Césars, un passage réussi à la réalisation, des livres à succès, elle semble n'avoir plus grand-chose à prouver, mais beaucoup à apprendre à de jeunes comédiens. Comme ceux qu'elle couve dans l'adaptation acidulée de la célèbre bande dessinée Tamara. Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah c'est bon, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam! T'es la meilleure! Mais on peut être une actrice maternelle et se sentir toujours en apprentissage. Quand est-ce qu'on a commencé à vous offrir des rôles de mère ? Ça s'est fait petit à petit. J'ai été maman dans Carnaval, qui était mon premier film, et j'étais une jeune maman. Et ensuite, j'ai plus eu d'enfants. Et là, c'est revenu il n'y a pas très longtemps. Donc j'étais assez contente parce que j'avais peur de ce truc de l'éternelle adolescente. De pas passer aux côtés de... Oui, de la femme, quoi. À l'écran. Tam, on est d'accord, hein. Tu bois pas, tu fumes pas et t'es là à minuit. Minuit, ça va pas, maman, c'est une soirée. Bon, ok, 2 heures. Ouais, minimum, ouais. Et si un garçon insiste, tu fais pas de conneries, hein. Faudrait dire que je plaise à un mec. Ça va pas, non? Tu vas pas sortir comme ça? Bah quoi, c'est Halloween? Oui, non mais Halloween, c'est la fête des morts, pas des prostituées. Bah super, merci, ça fait 2 heures que j'essaie de ressembler à Amy Winehouse. Bon, n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça, Amy Winehouse. Hein, Chico, c'est pas comme ça, Amy Winehouse? Cette mère inquiète, vous la comprenez ou vous la trouvez vraiment dans l'excès ? Malheureusement. Malheureusement, je la comprends trop. Mais non, mais je pense que c'est naturel. Je pense qu'on a toujours envie de faire partager son expérience à l'autre. On a envie de le prévenir. Parce que, on le sait, il y a beaucoup de films qui ont été faits sur l'adolescence, que c'est un état de grâce. C'est vrai qu'ils sont plus enfants, ils sont pas encore adultes. On leur demande d'être responsables, mais on ne leur offre pas la liberté réelle. Donc ils s'arrangent avec la vérité pour pousser un peu les murs. Et nous, en tant qu'adultes, on se souvient des dangers auxquels on a échappé. C'est comme ça qu'on l'identifie. On se dit, toutes les conneries qu'on a faites, on se dit, oh, heureusement, ça aurait pu mal tourner. Et on a l'impression que pour nos enfants, ça va forcément mal tourner. Prostituée. Allez, bonne fête des morts. Amusez-vous bien. Ouais, bah t'oublies pas, c'est 2 heures, hein. Merci, toi, avec tous les tarés qui traînent dehors. Ouais, ça va, c'est bon. Merde, elle a oublié ses clés. Ah, non, j'y vais. Merci. C'est quoi une constituée? Quelle était votre attitude vis-à-vis des jeunes comédiens avec lesquels vous tourniez Héloïse Martin, Ryan Benzetti, quelque chose d'assez maternel aussi, de votre part? Eh ben en fait, j'avais beaucoup de tendresse pour eux. De toute façon, ils étaient très drôles. Il y avait une chose comme ça qui était assez naturelle, qui se dégageait, c'est qu'ils sont très instinctifs. Ils ont joué eux. Ils ont joué ce qu'ils vivent en ce moment. Il y a un vent de fraîcheur permanent qui était sur le tournage. Et quand ils étaient toute la bande, ça allait à une vitesse. Le seul truc qui était très désagréable, c'est quand vous êtes à la loge maquillage et puis qu'il y en a un qui dit oh, « Quand j'étais petite, j'adorais te regarder à la télé. Oh purée !» Et là, le type fait 1m80 et vous dites « Oh mon Dieu, c'est horrible. » Je me suis demandé si ça vous était arrivé, par exemple, de donner des cours ou si c'était une envie que vous pouviez avoir d'enseigner à des jeunes comédiens. Alors, on m'a proposé jamais de la vie. Je le ferai pas parce que y a une toute petite part... alors, il y a des profs qui arrivent à le faire, hein, mais il y a une toute petite part où justement on professe, quoi. On a un début de vérité que je me permettrais pas d'avoir. Le fait de transmettre, quand on écrit,
moi, je le prends comme plutôt un moment où j'invite la personne à passer un moment avec moi et à dire, regarde, moi, je vois les choses comme ça. Mais je professe pas. Je me sens pas du tout à cette place-là. Vous n'êtes pas du tout dirigiste parce que, par exemple, quand vous réalisez, il y a quelque chose de... c'est pas pareil. Quand vous avez écrit... Ah non, quand vous avez ouais. écrit, vous savez ce que vous voulez. Donc là, vous demandez un résultat. On n'est pas du tout dans la transmission. Là, on demande... On est dans l'ordre. Ouais, voilà, on demande. On dit, vrai, ah non, je t'ai demandé d'ouvrir la porte, tu vas me l'ouvrir, cette porte. D'ailleurs, je ne suis pas persuadée que je sois une très bonne pédagogue en directrice d'acteur. Et vous apprenez encore? Ah, mais j'adore ça. Le jour où on arrête d'apprendre, je pense que c'est là qu'on devient vieux. Et on apprend quoi encore comme actrice quand on a votre expérience? Ah ben on apprend plein de choses, c'est-à-dire vous pouvez apprendre de façon, on va dire, scolaire, hein, des langues, de la danse, des choses comme ça. Mais on apprend surtout d'autres façons de penser, parce que chaque film, il y a un autre univers, chaque film, il y a un réalisateur qui voit les choses un petit peu différemment, qui pense que ça, c'est plus intéressant que ça. Et c'est-à-dire, il y a une remise en question permanente de comment sont les rapports entre les gens, de comment la vie se déroule. Donc ça, c'est tout le temps en marche. C'est quoi les défis que vous vous lancez pour garder l'intérêt, la passion De ne pas refaire. De ne pas moi-même me mettre dans une position... je ne sais pas comment expliquer... de ne pas s'ossifier, quoi. De pas se mettre dans un rythme qui soit toujours le même. Et voilà, je trouve ça affreux. D'ailleurs, on se surprend, hein, sur des plateaux, à faire quelque chose. On se dit, je l'ai déjà fait, ça. C'est terrible. Alors, il faut le décaler un tout petit peu, se dire non, je cherche autre chose, va ailleurs. Moi, je me souviens, sur Stupeur et Tremblement, je me souviens très bien d'avoir dit à Alain Corneau, bon, prends quelqu'un d'autre, j'y arrive pas. Je n'avais marre. Je bloquais, j'avais plus envie, j'étais en manque d'inspiration, je pense, en manque de tout, quoi. Parce que dans tous les apprentissages, je pense toujours qu'on a une période ascendante très forte, et puis on stagne. Et ça, c'est un moment qui est dégueulasse à vivre, mais qui est un passage obligatoire et qui permettra derrière d'avoir une chose intéressante et plus complexe. C'est pour ça que, notamment ces derniers temps, vous avez beaucoup accepté de second rôle et dans des comédies. Moi, je vous ai trouvé génial, par exemple, dans Le Talent de mes amis d'Alex Lutz. Ah oui. Il y a Tamara. Pour l'instant, en comédie, on ne m'attend pas beaucoup. Donc il faut que je fasse mes classes. Mes potes sont morts de rire quand je fais à bouffer chez moi. J'ai la reine de la blague dans ma cuisine. Mais c'est pas pareil d'être drôle à l'écran, de répondre à une mécanique, d'entrer là-dedans et de pas se marrer soi-même et de faire rigoler l'autre. C'est compliqué. Mais on me proposera un premier rôle hyper drôle, je le ferai. Hein. Mais pour l'instant, je suis pas la personne à laquelle on pense tout de suite, en se disant tiens, on va prendre Testu parce qu'elle nous fait super marrer. C'est pas encore. je m'en rends bien compte. On a une petite tradition maintenant dans l'émission, c'est de vous laisser le mot de la fin. Alors... Moi, c'est vraiment un mot qui me plaît. J'aime bien pouvoir rire de tout. Et de moi. En premier lieu. Mon cher Ken Loach, faut-il encore que je vous présente ? Le cinéaste des oubliés, la voix des laissés pour compte. Vous faites partie de l'histoire du cinéma depuis 50 ans cette année, avec vos œuvres belles et militantes. Depuis vos premières armes pour la télévision, vous n'êtes jamais descendu de votre cheval de bataille contre les injustices. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous lui piquez les flancs avec ce film fort et indispensable, votre deuxième Palme d'Or et sa standing ovation magnifique à Cannes. En 2014, pourtant, vous aviez fait vos adieux sur ce même tapis, avec l'équipe de Jimmy Hall. L'idée de ne plus jamais vous revoir m'avait mis un sacré coup. Et puis, l'année dernière, quand le Parti conservateur est revenu au pouvoir chez vous avec sa politique d'austérité terrifiante, j'étais à deux doigts de remercier David Cameron. Un parti de droite dure, héritier de Margaret Thatcher, qui allait tuer les aides sociales. J'étais sûre de vous revoir. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! What am I supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. Vous voilà donc de retour avec le portrait d'un homme bon mais vulnérable, une histoire de pauvres qui s'entraident pour survivre dans un état devenu impitoyable pour les plus faibles.
Le film est très dur mais authentique car son sujet est réel et je crois que c'est ce que j'aime dans votre cinéma. We heard many stories when we were doing the research for I, Daniel Blake, of people who didn't eat. We met a young man of 19 who, the week before, he hadn't eaten for 3 days. I mean, this is going back to the 19th century. The food banks are new. We didn't have them 5 years ago. This is the right-wing government. It's a savage, cruel attack on the people, on working-class people. But the propaganda is so universal in favour of the government that it's very hard to have a public voice. It's really important we get this filled in because we need to get the process started. Yeah. Excuse me, Anne. Can I have a word, please? Could you just give me 30 seconds, please? We're just Well, getting actually, can I have a word now in my office, thank you? Right. Jesus, I'm getting into trouble now. I'm really sorry. It's me that should be sorry. Votre équipe est authentique. Une famille de cinéma qui vous est fidèle. Les producteurs Tony Garnett et Rebecca O'Brien et votre scénariste Paul Laverty, bien sûr. Vos comédiens aussi sont toujours dans le vrai. Comme souvent, vous prenez des acteurs inconnus, mais surprise, Dave Jones est un comique de stand-up fameux en Angleterre et Hayley Squires est comédienne. She's also a working-class woman. She is who she seems to be in the film. But yes, the people who work in the food bank, for example, are people who work in the food bank. Everyone comes from that city, so that everyone talks, in the same dialect. So I think that is important. Right, one word before we start. We hear it. We hear it. And if you do it really realistically, it sounds right. If you don't do it realistically, it sounds wrong. I mean, you have to be realistic, but realistic not only in how it looks and sounds, but also in the research. You can't put a realistic veneer on something that is basically untrue. It has to be true. In a way, that's the contract with the audience. Vous aussi, vous êtes authentique. Vous ne bougez pas au fil des ans. Toujours ce gentil sourire de petit garçon et cet œil qui frise. Alors dites-moi, mon cher Ken Loach, votre colère, vous la cachez où? I think it's political. It's not at a personal level. It's political, isn't it? And you understand that the people who oppose you are they're political enemies. I mean, they might be kind to their children or the dog, but they're actually political enemies. Someone asked us in England if we would like the government to see the film, and I said no. I don't want to see it. I want to defeat them. I don't want to have a discussion with them because they put this situation in place. They are responsible for the cruelty. They know what they're doing. And they don't have open minds, really. So if you talk about anger, then it's... I think people do need to be angry about the way people are forced to live with each other. It's not good. Ce qui est bon, en tout cas, c'est de vous retrouver à chaque fois plus intact dans cette colère qui ne faiblit pas. Votre cinéma est une tribune indispensable qui rend leur dignité à ceux qui l'ont perdue. Alors soyez gentils, ne me refaites pas le coup du départ. Il y a encore du pain sur la planche, même s'il y en a moins dans les assiettes. Et puis vous allez rire, mais je ne vois personne pour vous remplacer et ça, c'est moi que ça commence à mettre en colère. Chaque année, Ciné-Série et compagnie fait un tour au Festival européen du film fantastique de Strasbourg pour prendre une bonne dose de frissons. Cette fois, nous avons rendez-vous avec Dario Argento, maître incontesté de l'horreur et pionnier du giallo. Passé par la critique de cinéma et l'écriture de scénarios, le réalisateur culte nous raconte comment il est tombé amoureux du cinéma à Paris et tente de comprendre comment ces films ont trouvé le langage universel de la peur. Dario, dans votre vie, le cinéma, c'était un peu comme un membre de votre famille. Vous avez grandi avec, ça a toujours été dans votre entourage. Comment vos parents partageaient les films avec vous? Mon père faisait du cinéma, la production. Et ma mère c'était une photographe de cinéma. Ma mère pensait que moi, je devenais un écrivain. C'est une chose qui est nette de mon intérieur, de mon
de mes expériences, de mes lectures, les films que j'avais vus, les périodes que j'ai passées, c'était important à Paris, toute seule, parce que j'allais chaque après-midi à la cinémathèque à voir des films. C'est l'école pour moi, c'est une sorte d'université que j'ai passée dans les salles du cinéma. Mais je ne parlais pas de ça à mes parents. Je ne parlais jamais de ça. Ah oui. Non, j'avais honte de parler de cette passion que j'avais parce que je pensais que c'était une chose privée. Vous dites souvent que le cinéma, vos films, ça vous permet de libérer un peu vos pensées sombres, votre côté sombre. Est-ce que le cinéma a libéré votre côté sombre, vous a autorisé à le regarder, ou est-ce qu'il a développé votre côté sombre? Non, développé, non, parce que le côté sombre, c'est toujours le même, je pense. Mais a aidé à regarder ce côté sombre qui était dans moi, pouvoir avoir un dialogue avec ça. Est-ce que vous vous souvenez d'un film qui vous a fait comprendre que le cinéma pouvait provoquer la peur? Moi, j'étais en vacances avec ma famille et dans un cinéma de vacances dans les montagnes. C'était une rétrospective des vieux films. Et il avait projeté les films Les fantômes de l'opéra. Ça m'a touché beaucoup, ce film. Moi, j'étais très jeune et j'y avais pensé pour des mois. Chaque nuit, j'avais pensé à cette histoire. Est-ce que vous trouviez ça violent? Est-ce que vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai regardé ce film? Non, moi je suis passionné. Je suis tombée amoureuse de cette émotion d'éprouver cette émotion dans la salle cinéma, dans le noir, non? Vous avez un côté très fan de cinéma, des réalisateurs. Je pensais à Do You Know Alfred Hitchcock. Vous rendez hommage, vous aimez très très fort, en fait, ce cinéma. Je suis tombée amoureuse de Hitchcock, mais je pense que je ne suis pas le seul metteur en scène qui est tombé amoureuse de Hitchcock, parce que je pense que lui a influencé la plupart du cinéma, parce que ce n'est pas seulement des films d'Hitchcock, ce n'est pas seulement pour les films de thriller, pour tous, la façon de faire les films, la façon de représenter les acteurs, les personnages, la façon de mouvementer la caméra. C'est une grande leçon du cinéma qu'il avait faite. Mais vous êtes conscient que vous avez donné des leçons de cinéma à beaucoup de réalisateurs, quand même. Si, c'est vrai, parce que moi, je l'ai vu dans les films. J'ai vu le réaliser, comme dans les films de Tarantino. Grindhouse, première partie, c'est tout la première partie de l'oiseau au plumage de cristal. Il avait aussi acheté la musique de Morricone pour rendre vraiment parfaite cette chose. Et ça, j'aime ça, qui aime mes films. Vous avez dit, je trouvais ça très drôle, avant d'être réalisateur, vous étiez scénariste, vous étiez auteur, vous écriviez tout le temps, et c'est quelque chose qu'on fait tout seul, dans son coin. On n'a pas à écouter ce que pense un tel. Et puis, une fois que vous êtes réalisateur, il faut parler aux acteurs, à votre équipe, aux producteurs, et c'est fatigant. Est-ce que regarder des films, c'est pas une manière pour vous de partager votre passion, mais sans avoir besoin de parler à des gens comme ça? Si, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'être seul face à une œuvre d'art? C'est comme si
cette autre personne avait fait ça seulement pour toi. Que c'est fait pour moi, pas pour les autres. Je sais que vous étiez fasciné par les contes de fées quand vous étiez petit, et Si. vos films ont une structure de contes de fées. Ils ont quelque chose de magique, et le conte de fées, c'est la première histoire qu'on nous raconte, et c'est l'histoire qu'on nous raconte jusqu'à notre mort. Si. Je pense que c'est ça qui rend vos films universels. Peut-être, si, mais aussi que moi je raconte quelque chose de profond. Je raconte des histoires qui sont personnelles et très personnelles, et alors sont comprises partout. Le petit garçon qui n'osait pas parler des choses intimes à ses parents a donc réussi à les évoquer dans ses films. Ainsi, il a rendu le personnel universel. À suivre dans le screen parfait, une véritable aventure physique et humaine. Jérôme Salle, talentueux réalisateur de Largo Winch ou encore Zulu, revient sur le tournage épique de l'Odyssée. C'est la leçon de mise en scène de la semaine. Mais avant cela, Madame Esseri, elle aussi, s'intéresse au parcours d'un cinéaste, Matt Ross, ou comment cet acteur de série est tombé lui aussi dans le grand bain de la réalisation. Il y a 2 petites semaines, la délicieuse Isabelle Claire déclarait sa flamme ardente à Viggo Mortensen, héros de Captain Fantastic dans PS I Love You. Mais de ce film, ce n'est pas l'acteur qui nous intéresse, c'est le réalisateur. All the way to top. We created a paradise. Un homme dont les sériphiles connaissent le visage sans jamais parvenir à mettre un nom dessus. Alors son nom, on vous le donne, c'est Matt Ross, et Madame Esseri est folle de lui. Welcome everyone to a journey into the nucleus. I hope this sucks. Matt Ross traîne sa gueule d'amour sur petit écran depuis la fin des années 80. De la série pour ados au drama culte, de la série horrifique à la comédie, il a tout fait. En presque 3 décennies, l'acteur a vu le médium télé prendre de l'ampleur et les scénarios s'étoffer. There's been a sea change in the quality of American television, you know. For years we had 3 channels, ABC, NBC, and CBS, and they were the main American channels that had a particular kind of programming that I would say was not for adults. It was not complex. And since probably David Chase's The Sopranos in the United States started with HBO, a wave of television that are making complex narratives. The real question is, do you have a narrative that lasts 72 hours that's worth that? And you know, I just watched a show called The Night Of, and it's a mini-series, you know, and maybe they'll continue that form. It's still, what, 6-8 hours, something like that, and the metabolism of how you both tell that story and gestate as an audience member on that story is very different. So the narrative must require or desire that kind of length, and not every story does, you know. Times sure have changed. Or have they? Of course they have. And for the better. Les séries plus fortes que les films, une idée que Matt Ross accepte volontiers de laisser germer. All right, forget it. It's an exciting time for television and for long-form narratives in the U.S. And, I mean, I don't know if you're asking this question, but you can even make the argument that some of our best filmed entertainment, and our best, I mean, from the U.S., is coming from television, you know. Certainly artists are running towards television, you know. I mean, when you have people like Martin Scorsese directing television, it's clear that everyone wants to participate in that, because what I see, and I've met, you know, people at the studio system that work in the studios are very intelligent people. It's not that they're stupid, they're not stupid. But it seems to me that they've become increasingly narrow in what they will produce and what they will make. And they're making cinema to fill perhaps the theaters in China and Russia, and it's a certain kind of cinema that they're making, and they're reducing what they make, whereas I feel like the television networks are expanding what they'll make. So it's very exciting. It really is in some ways the promise of 70s indie American cinema. Réalisateur et auteur dans l'âme, Matt Ross a appris à séparer ses activités de son métier d'acteur. En plateau pour Ryan Murphy ou Martin Scorsese, il est un observateur discret en apprentissage permanent. Hey,
You want the good news or the bad news? Bad news, always. All right. Frankly, the job of being an actor is difficult enough. I don't, you know, it's very difficult to direct yourself and also to act in something and direct it. As an actor on television, I'm in the service of the director, and so that's, I mean, sometimes I watch what they do and think, oh, that's a way of doing it. I might do it differently, but rarely. I don't do that. Even as an actor, when I've been invited to act in films, I'm rarely, if ever, observing the director and thinking, oh, I would do this or I would do that. My job is hard enough. Sometimes I go to set on days that I'm not invited, I'm not working, just to observe, because I'm curious how they do things, but I never really have time or the desire to do that if I'm working that day. When I'm working with someone like Martin Scorsese, obviously I'm curious. It's less specific than reading the script and thinking, oh, I would stage it this way, now let's see how he stages it. It's not that, it's more kind of observing him, how he behaves with everyone, and but it doesn't even happen on a conscious level for me, because it just doesn't. I'm not looking to steal things. I think that happens organically, you know. De son poste d'observation, Matros a vite compris qu'il ne pourrait réaliser que les films qu'il a écrits lui-même, ceux dans lesquels il a laissé quelque chose de lui, de son éducation et de sa vision du monde. Quant à réaliser un épisode de série, c'est un exercice dont il se sent très loin. You'll see. They will write articles about me one day. I've worked as an actor on many television shows, and I think what's asked of the director in television is very different than what's asked of the director in films. Because of how you make a TV show, you need to film 10 pages a day, you maybe shoot an entire hour episode in 8 days. It's very different. You also didn't write it, so you're orchestrating a template that's already been set. Television is a writer's medium. It's not a director's medium, at least in the United States. You are they call them showrunners in English. You write the pilot, and then you're the showrunner, and you may not even direct it. Someone else may come to direct it, but they're working for you. Directing film, you are the showrunner. Run back, Shree. Run back, super fast. You got it. So if you direct the pilot, you're making all the decisions visually with the writers about how it's going to look, and then someone else comes and they just replicate that. You can't reinvent it every time because there has to be a seamless and cohesive whole, right? But when you're making a film, you are doing that. So it becomes the authorship of the world, I think, is much more complex and much more in depth. So I've been offered, but it's so far, because I don't write it, it's of less interest to me. And maybe I'll do it at some point. I'd certainly like to do a pilot where I get to make the decisions about the template of the world and how it looks, but thank you. Thank you. Thank you very much. En attendant de réaliser un pilote et même pourquoi pas d'être à la tête de sa propre série, Matros poursuit sa route devant la caméra à la télévision et derrière la caméra au cinéma avec son second long métrage, le très bien nommé Captain Fantastic. Un talent à suivre. Je la vois, c'est la maison là-bas. Chaque film, pour le spectateur comme pour son réalisateur, se doit d'être la découverte d'un monde inconnu. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Pour son 5e long métrage, Jérôme Salle part à la conquête de la face cachée d'un homme, le commandant Cousteau. L'Odyssée peut être vue comme le making-of des documentaires de l'homme au bonnet rouge, dont les explorations sous-marines pour nous faire découvrir le monde du silence ont nourri le petit écran et ont été célébrés au cinéma par une Palme d'Or en 1956. Jérôme Salle. Oh, je voulais faire une leçon de mise en scène avec vous. On est un petit peu à l'étroit dans votre cabine, hein. Alors on est bien là. Ouais. C'est comme un bateau un petit peu. Oui, mais je vous aurais demandé de mettre en scène notre interview, des axes et tout ça. Là, c'est un petit peu compromis. Non, ça va. Non, moi j'ai tourné sur un bateau comme ça pendant des mois, on s'en est sorti. Enfin, je sais pas, j'espère. Ouais.
C'est pas ce qu'il y a de plus simple, je suis d'accord avec vous. Bah ouais, parce que surtout si on tourne à plusieurs caméras. Vous On se tourniez cogne quoi un peu au mur. Vous tourniez d'ailleurs à une ou plusieurs caméras? Alors pour la première fois depuis mon premier film, j'ai tourné quasiment tout à une caméra. D'accord. Pour plein de raisons. Une des raisons, c'est ce qu'on vit ici, c'est-à-dire le fait de devoir travailler sur un bateau, donc dans des espaces très restreints. Une deuxième raison qui est artistique, pour être honnête, c'est que je me suis aperçu que sur les films précédents, au fond, je montais très peu d'images à la deuxième caméra. Et comme la mise en scène de celui-là, de l'Odyssée, il n'y avait pas vraiment d'action et que je voulais quelque chose d'assez maîtrisé, je savais que je pouvais le faire en une caméra. Vous vouliez quelque chose de maîtrisé, ça veut dire quoi en termes de mise en scène? Alors ça veut dire que c'est un découpage précis en fait. Ça veut dire que c'est pas, vous ne suivez pas l'action, c'est-à-dire que c'est la plupart du temps le cadre qui s'impose et qui choisit les déplacements des acteurs. C'est ça maîtriser en fait. C'est l'anti-Greengrass en fait. En gros, j'adore les deuxièmes bournes d'ailleurs, mais c'est quelque chose où effectivement vous préparez votre découpage à l'avance et vous savez exactement ce qui va être fait pendant la journée. Vous avez revu des documentaires pour les cadrages, pour tout ce qui est prise de vue sous-marine, pour se dire « Ah, là, il y a quelque chose », sur la façon de mettre en scène. Les images des documentaires Cousteau et les images des films tels Le Monde du Silence m'ont inspiré. C'est-à-dire que j'ai voulu retrouver cet aspect technicolor. Donc, d'un point de vue très technique, le parti pris qu'on a eu avec Mathias Boucard, mon chef opérateur, c'est de faire le contraire de ce qu'il fait depuis 30 ans. En fait, depuis que les pellicules sont sensibles, et maintenant avec le numérique, on a tous eu le réflexe de filmer en général avec le soleil de face, avec des flares, des contre-jours, des choses assez désaturées. Donc des ciels qui sont souvent désaturés, même lorsqu'il fait beau. Nous, on a fait le contraire. On a filmé comme on filmait dans les années 40 et 50, avec des pellicules peu sensibles. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On filmait avec un soleil assez haut, et surtout on filmait avec le soleil dans le dos, pour être sûr de pouvoir être bien exposé. Donc nous, on est revenu à ça, donc ça veut dire ça donne des images assez simples, avec des ciels bleus, avec des couleurs primaires, et c'est ce qui donne le petit sentiment d'époque. On respire tranquillement, et surtout, vous ne laissez pas l'emboussotte dans la bouche, d'accord? Allez, venez. Ce qui est beaucoup plus compliqué sous l'eau, c'est que la lumière change au fur et à mesure que vous enfoncez, et non seulement la lumière change, mais vous perdez des couleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est-à-dire que vous perdez le jaune, vous perdez le rouge, il n'y a plus que le bleu au bout d'un moment qui apparaît quand vous vous enfoncez dans l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à travailler, y compris jusqu'au stade de l'étalonnage, où on a eu un travail quasiment, je veux dire, de recherche pour pouvoir trouver la bonne façon d'étalonner les images sous-marines. Donc oui, ça c'était une grande complexité, mais c'était passionnant, parce qu'on a voulu dès le début se dire on veut faire du scope sous l'eau, donc on veut amener notre caméra qu'on a à la surface, on va amener cette même caméra sous l'eau avec des caissons qui vont pouvoir l'abriter. C'était un vrai défi technique, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Le cinéma, c'est ça aussi. Pour moi, c'est un film d'éléments. C'est un film où on parle du ciel, de la terre, de la mer. 3 éléments, 3 façons de filmer. Le début s'ouvre sur l'hydravion, donc dans le ciel. Il y a un parallèle entre la façon qu'on peut avoir de filmer en l'air et filmer sous l'eau, puisqu'évidemment c'est la même chose. Vous avez dans 3 dimensions, ce qui n'est pas le cas, vous êtes au sol, vous marchez, c'est un petit peu différent. Ma plus grande difficulté, mon plus grand défi pour moi était de filmer sous l'eau. Et en termes de découpage, justement, le plus grand piège a été de filmer de façon documentaire. C'est-à-dire que sous l'eau, vous êtes aspiré par une façon de filmer qui est, vous avez un plongeur, vous suivez le plongeur. Et ça, c'est anti-cinématographique, évidemment. C'est-à-dire que vous vous contentez de suivre les évolutions du plongeur. Donc, il faut, en amont de ça, avoir des vrais découpages et choisir des plans avec des entrées de champ, des sorties de champ, c'est-à-dire recréer une grammaire que vous avez à la surface pour pouvoir faire du cinéma sous l'eau. Ça veut dire que vous avez storyboardé, Jérôme, ou pas? Alors, j'ai pas tout. Moi, je storyboard maintenant assez peu, et en l'occurrence, sur le film, j'ai storyboardé la séquence des requins, par exemple, je l'ai storyboardée. Oui, parce qu'elle était tellement compliquée que j'avais besoin de la storyboarder. Après, sinon, moi, je travaille souvent en shotlist ou avec des petits dessins que je fais. Je peux les faire des semaines à l'avance, je les fais au moment où j'ai du temps. Plus ça va, en fait, moi, plus je découpe longtemps à l'avance. Je découpe plusieurs semaines à l'avance, j'envoie ça à mon assistant, à mon chef opérateur, à la script, ce qui leur permet, 1 mois et demi à l'avance, de savoir que ce jour-là, on aura besoin d'une grue ou d'un steadicam ou d'autres choses. Sur Terre, on sait qu'un metteur en scène, quand l'équipe, les acteurs sont prêts, il dit « action ». Pardon, mais sous l'eau, vous dites quoi? C'est une bonne question. Comment je donnais? Je devais faire ça, je pense. Et un geste comme ça, qui était le action. Et pour couper? Pour couper, je faisais ça.
Je sais ça parce que quand vous faites ça sous l'eau, en fait, ça veut dire que vous êtes à la moitié de votre réserve de bouteille. Donc vous ne pouvez pas utiliser ce geste-là. Ça, c'est fin de plongée, donc je faisais ça pour les fins de prise. D'accord. Et quand les prises ne sont pas comme vous le souhaitiez, comment vous les refaisiez? Vous remontiez? Non, vous faites le signe. Tout était par signe, en fait. Génial. Donc, on la refait. Après, vous pouvez dire toi et toi un peu plus proche. Vous pouvez dire à l'opérateur toi un peu plus large. Ou alors au contraire un peu plus serré. Tout se faisait par signe. Et c'est incroyable à quel point vous pouvez dialoguer par signe. Même avec Pierre, il y a des séquences où il y avait de la direction d'acteur par signe. Où par exemple, Pierre jouait pas de la même manière selon l'âge qu'il avait. Et je me souviens très bien d'une prise où il est face à la baleine et je trouvais qu'il jouait un peu trop jeune et que je voulais qu'il soit un peu plus mature dans le regard qu'il portait sur la baleine. Et donc voilà, je lui ai fait signe la barbe pour évoquer l'âge. On trouve toujours des moyens en fait. Quelle est la scène qui a été la plus difficile à tourner? Celle avec les requins, prise de vue réelle, ou l'accident d'hydravion? Celle avec les requins. Celle avec l'accident d'hydravion reste une scène compliquée mais relativement classique dans une grammaire de cinéma, alors que celle avec les requins, vous partez d'une feuille blanche, c'est-à-dire personne n'a jamais fait ce genre de séquence, donc vous devez vous poser plein de questions. Et puis surtout, c'est un travail physique épuisant. On faisait 4 plongées par jour, ça a duré plus de 2 semaines, et c'était très compliqué à faire. C'est hyper excitant, mais beaucoup plus compliqué, oui, bien sûr. On termine avec une question rituelle, Jérôme Salle, en forme d'épitaphe. Pourquoi filmez-vous? Je ne sais faire que ça. C'est la seule bonne raison, c'est ce que je sais faire. Après, je pourrais dire aussi, je filme pour raconter des histoires. Je serais né 150 ans plus tôt, je pense que j'aurais écrit des romans. Je filme pour raconter des histoires. Si vous avez frémi en observant Pierre Ninet et Jérôme Salle évoluer au milieu des squales dans l'Odyssée, eh bien rendez-vous ici à l'Aquarium de Paris qui nous a servi de décor aujourd'hui et qui propose notamment une exposition consacrée aux requins. L'occasion d'une immersion dans ce lieu unique où vous trouverez également un médusarium et un bassin pour caresser les poissons qui va ravir les plus jeunes. Les plus jeunes et leurs parents que j'invite à aller découvrir absolument en salle, une véritable petite merveille du cinéma d'animation français, Ma vie de courgette. Et où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel. Hé, lâche ça. Oh, trop balèze, Courgette. Ciné, série et compagnie, cette fois-ci c'est vraiment fini, mais on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en compagnie d'autres créatures très cinématographiques. Salut!